Bienvenue sur cette chaîne, un espace dédié à ceux qui refusent la fatalité et qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin financier. Ici, on ne vend pas de rêve, on ne propose pas de méthode miracle pour devenir millionnaire en dormant, et on ne flatte pas l'ego. Mon objectif avec ce contenu est de disséquer les mécanismes psychologiques, sociologiques et économiques qui maintiennent la majorité des gens dans une survie permanente. Si tu es ici, c'est que tu as compris que le système éducatif traditionnel t'a formé pour être un excellent rouage, mais jamais le propriétaire de la machine. Sur cette chaîne, nous déconstruisons les mensonges que l'on nous répète depuis l'enfance, pour laisser place à une vérité parfois brutale, mais nécessaire. La liberté ne s'achète pas. Elle se construit avec de la discipline, de l'éducation et une remise en question totale de nos automatismes. Chaque vidéo est une pierre posée pour bâtir ton indépendance d'esprit et de portefeuille. Si tu es prêt à entendre ce que la plupart ignorent par confort, alors tu es au bon endroit. L'illusion de la survie moderne commence par une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement l'argent. Pour la majorité des gens, l'argent est une monnaie d'échange contre des biens de consommation. Pour une minorité qui finit par s'en sortir, l'argent est une monnaie d'échange contre du temps futur. Cette distinction, bien que simple en apparence, constitue le premier gouffre qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Quand on observe le cycle de vie financier d'une personne qui travaille toute sa vie sans jamais capitaliser, on remarque une répétition presque rituelle d'erreurs cognitives. La première de ces erreurs est de croire que le confort est un signe de réussite. En réalité, le confort est souvent l'anesthésie de l'ambition. Pourquoi ce schéma est-il si difficile à briser? Parce qu'il est soutenu par des millénaires d'évolution. Nos ancêtres vivaient dans un monde de rareté absolue. Lorsqu'ils trouvaient de la nourriture, ils devaient la consommer immédiatement, car elle ne se conservait pas. Aujourd'hui, nous avons transposé ce gène de la survie immédiate sur nos finances. Quand un virement arrive sur le compte, notre cerveau reptilien hurle « consomme » avant que cela ne disparaisse ou que quelqu'un d'autre ne le prenne. Ce réflexe archaïque est le premier pilier de la pauvreté. Dans un monde d'abondance artificielle et de marketing prédictif, ce gène est devenu notre plus grand ennemi. Les entreprises dépensent des sommes astronomiques en neurosciences pour activer précisément ce levier. Elles ne vendent pas un produit, elles vendent une solution à un stress que le système a lui-même créé. Le travailleur moderne est pris dans un étau. D'un côté, il subit l'épuisement professionnel et de l'autre, il subit l'injonction sociale à la dépense. Cette dualité crée une forme d'esclavage volontaire. On se convainc que l'on mérite ce petit plaisir, cette sortie, cet objet inutile, parce qu'on a travaillé dur. Mais ce raisonnement est une trappe. Si ton travail dur ne sert qu'à financer les outils de ton divertissement, alors ton travail ne t'appartient pas. Tu es simplement un intermédiaire financier. L'argent passe par tes mains uniquement pour finir dans celles des actionnaires des entreprises de luxe, de technologie ou de divertissement. Tu es un canal de transfert de richesse, pas un réservoir. Le réservoir, c'est ce que nous devons construire. Mais construire un réservoir demande de l'étanchéité. L'habitude de la consommation émotionnelle est une fuite béante dans ton réservoir. Même si tu augmentes le début d'entrée, ton salaire, si la fuite s'élargit proportionnellement, le réservoir ne se remplira jamais. C'est ici que la notion de classe sociale intervient de manière subtile. La classe ouvrière et une grande partie de la classe moyenne est éduquée à dépenser ce qu'elles ont. La classe aisée, la vraie, celle qui possède les actifs, est éduquée à conserver pour réinvestir. Ce n'est pas une question de montant au départ, c'est une question de direction du flux. Regardons de plus près la pression intergénérationnelle. Pourquoi les enfants de pauvres restent-ils souvent pauvres? Ce n'est pas seulement une question d'héritage financier absent, c'est un héritage de comportement. Si tu as grandi en voyant tes parents stressés par les factures, mais s'offrant une grande fête ou un objet cher dès qu'une rentrée d'argent imprévue arrivait, tu as intégré que l'argent est une source de soulagement temporaire et non un outil de construction. Tu as appris que l'épargne est une forme de privation, alors que l'épargne est en réalité la forme la plus pure de liberté. Chaque euro épargné et investi est un employé qui travaille 24 heures sur 24, sans jamais se plaindre, sans jamais tomber malade. Mais pour le voir ainsi, il faut déconstruire 20 ou 30 ans de programmation sociale. Le système monétaire lui-même joue contre toi. L'inflation est une taxe invisible sur la paresse intellectuelle. Si tu laisses ton argent dormir parce que tu as peur de l'investir ou parce que tu préfères le dépenser, l'inflation grignote ton pouvoir d'achat chaque seconde. Rester pauvre, c'est aussi refuser de comprendre que l'argent perd de sa valeur s'il ne bouge pas dans la bonne direction. Travailler toute sa vie pour des billets qui perdent 2 à 5% de leur valeur chaque année est une bataille perdue avant l'anse. C'est courir dans une rivière à contre-courant. Si tu ne nages pas plus vite que le courant de l'inflation et de la consommation, tu recules, même si tu as l'impression de faire des efforts monumentaux.
La psychologie de la pauvreté est également liée aux risques perçus. Paradoxalement, ceux qui ont le moins d'argent sont souvent ceux qui prennent les risques les plus stupides. Jeux d'avare, loterie, investissements miracles, crypto-monnaies douteuses, tout en fuyant les risques calculés et productifs. Création d'entreprises, formation sérieuse, bourse à long terme. La loterie est littéralement une taxe sur ceux qui ne comprennent pas les statistiques. C'est l'espoir des désespérés. Mais l'espoir n'est pas une stratégie financière. La stratégie, c'est de comprendre que le temps est ton levier le plus puissant et que chaque jour passé à consommer au-delà de tes besoins réels est un jour de liberté que tu vends au diable. Il y a aussi cette notion de dignité par l'objet. Dans beaucoup de milieux précaires, posséder un objet neuf, brillant, cher est le seul moyen de se sentir l'égal des autres. C'est une quête de respectabilité par la consommation. On veut prouver que l'on peut se le permettre. Mais la vérité est cruelle. Si tu dois prouver que tu es riche, c'est que tu ne l'es pas. Les gens vraiment aisés n'ont aucun besoin de prouver quoi que ce soit à des inconnus. Ils s'habillent généralement de manière simple, conduisent des voitures fonctionnelles et concentrent leur énergie sur la croissance de leur patrimoine. L'obsession du paraître est le symptôme d'une insécurité profonde qui se soigne par le virement bancaire compulsif vers les enseignes de mode. Pour briser ce cycle, il faut accepter une période de désert, une période où tu vas vivre en dessous de tes moyens, où tu vas ignorer les moqueries de ceux qui te voient avec un vieux téléphone ou une voiture modeste. C'est une phase de détoxication. Tu dois réapprendre à ton cerveau à ne plus dépendre de la dopamine de l'achat. Tu dois transformer la satisfaction de posséder l'objet en une satisfaction bien plus profonde, celle de posséder son temps. Imagine la puissance mentale de savoir que tu as devant toi 2 ans de survie sans... Bienvenue sur cette chaîne. Un espace dédié à ceux qui refusent la fatalité et qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin financier. Ici, on ne vend pas de rêve, on ne propose pas de méthode miracle pour devenir millionnaire en dormant, et on ne flatte pas l'ego. Mon objectif avec ce contenu est de disséquer les mécanismes psychologiques, sociologiques et économiques qui maintiennent la majorité des gens dans une survie permanente. Si tu es ici, c'est que tu as compris que le système éducatif traditionnel t'a formé pour être un excellent rouage, mais jamais le propriétaire de la machine. Sur cette chaîne, nous déconstruisons les mensonges que l'on nous répète depuis l'enfance, pour laisser place à une vérité parfois brutale, mais nécessaire. La liberté ne s'achète pas. Elle se construit avec de la discipline, de l'éducation et une remise en question totale de nos automatismes. Chaque vidéo est une pierre posée pour bâtir ton indépendance d'esprit et de portefeuille. Si tu es prêt à entendre ce que la plupart ignorent par confort, alors tu es au bon endroit. L'illusion de la survie moderne commence par une incompréhension fondamentale de ce qu'est réellement l'argent. Pour la majorité des gens, l'argent est une monnaie d'échange contre des biens de consommation. Pour une minorité qui finit par s'en sortir, l'argent est une monnaie d'échange contre du temps futur. Cette distinction, bien que simple en apparence, constitue le premier gouffre qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Quand on observe le cycle de vie financier d'une personne qui travaille toute sa vie sans jamais capitaliser, on remarque une répétition presque rituelle d'erreurs cognitives. La première de ces erreurs est de croire que le confort est un signe de réussite. En réalité, le confort est souvent l'anesthésie de l'ambition. Pourquoi ce schéma est-il si difficile à briser? Parce qu'il est soutenu par des millénaires d'évolution. Nos ancêtres vivaient dans un monde de rareté absolue. Lorsqu'ils trouvaient de la nourriture, ils devaient la consommer immédiatement, car elle ne se conservait pas. Aujourd'hui, nous avons transposé ce gène de la survie immédiate sur nos finances. Quand un virement arrive sur le compte, notre cerveau reptilien hurle « consomme » avant que cela ne disparaisse ou que quelqu'un d'autre ne le prenne. Ce réflexe archaïque est le premier pilier de la pauvreté. Dans un monde d'abondance artificielle et de marketing prédictif, ce gène est devenu notre plus grand ennemi. Les entreprises dépensent des sommes astronomiques en neurosciences pour activer précisément ce levier. Elles ne vendent pas un produit, elles vendent une solution à un stress que le système a lui-même créé. Le travailleur moderne est pris dans un étau. D'un côté, il subit l'épuisement professionnel et de l'autre, il subit l'injonction sociale à la dépense. Cette dualité crée une forme d'esclavage volontaire. On se convainc que l'on mérite ce petit plaisir, cette sortie, cet objet inutile, parce qu'on a travaillé dur. Mais ce raisonnement est une trappe. Si ton travail dur ne sert qu'à financer les outils de ton divertissement, alors ton travail ne t'appartient pas. Tu es simplement un intermédiaire financier. L'argent passe par tes mains uniquement pour finir dans celles des actionnaires des entreprises de luxe, de technologie ou de divertissement. Tu es un canal de transfert de richesse, pas un réservoir. Le réservoir, c'est ce que nous devons construire. Mais construire un réservoir demande de l'étanchéité.
L'habitude de la consommation émotionnelle est une fuite béante dans ton réservoir. Même si tu augmentes le début d'entrée, ton salaire, si la fuite s'élargit proportionnellement, le réservoir ne se remplira jamais. C'est ici que la notion de classe sociale intervient de manière subtile. La classe ouvrière et une grande partie de la classe moyenne est éduquée à dépenser ce qu'elles ont. La classe aisée, la vraie, celle qui possède les actifs, est éduquée à conserver pour réinvestir. Ce n'est pas une question de montant au départ, c'est une question de direction du flux. Regardons de plus près la pression intergénérationnelle. Pourquoi les enfants de pauvres restent-ils souvent pauvres? Ce n'est pas seulement une question d'héritage financier absent, c'est un héritage de comportement. Si tu as grandi en voyant tes parents stressés par les factures, mais s'offrant une grande fête ou un objet cher dès qu'une rentrée d'argent imprévue arrivait, tu as intégré que l'argent est une source de soulagement temporaire et non un outil de construction. Tu as appris que l'épargne est une forme de privation, alors que l'épargne est en réalité la forme la plus pure de liberté. Chaque euro épargné et investi est un employé qui travaille 24 heures sur 24, sans jamais se plaindre, sans jamais tomber malade. Pourquoi, au moment même où certaines personnes commencent enfin à s'en sortir, une catastrophe survient-elle soudainement pour les ramener à leur point de départ? Une voiture qui tombe en panne, un prêt accordé à un proche qui ne sera jamais rendu ou une dépense compulsive absurde? Ce n'est pas de la malchance, c'est ce que la psychologie appelle le thermostat financier interne. Nous avons tous, gravé au plus profond de nous, un montant maximal de réussite que nous nous autorisons à atteindre sans nous sentir coupables. Ce plafond est construit dès l'enfance par l'observation de nos parents, de nos voisins et de notre milieu social. Pour celui qui vient d'un milieu où l'on a toujours manqué de tout, posséder un surplus d'argent est perçu inconsciemment comme une anomalie, voire comme une trahison envers les siens. Cette loyauté invisible est le moteur le plus puissant de la pauvreté générationnelle. Dans beaucoup de familles, il existe une règle tacite. Nous sommes des gens modestes, mais nous sommes honnêtes. Cette phrase, en apparence noble, contient un poison violent, l'idée que l'argent et l'honnêteté sont incompatibles. Si tu commences à accumuler de la richesse, ton cerveau interprète cela comme une sortie du clan. Tu as peur, souvent sans le savoir, que si tu réussis trop, tu ne seras plus compris par tes parents, tes frères ou tes amis d'enfance. Tu as peur d'être étiqueté comme celui qui a changé, celui qui se prend pour un autre, ou le riche de la famille. Pour éviter cette douleur de l'exclusion sociale, tu vas inconsciemment saboter tes opportunités. Tu vas rater ce rendez-vous crucial, tu vas gaspiller ton épargne dans une futilité, ou tu vas laisser ton entourage vampiriser tes ressources sous prétexte de solidarité. La solidarité dans les milieux précaires est souvent une arme à double tranchant. Elle est indispensable pour survivre au quotidien, mais elle devient un frein absolu dès qu'il s'agit de s'élever. C'est le syndrome du panier de crabe. Dès qu'un crabe tente de grimper pour sortir du panier, les autres le tirent vers le bas, non pas par méchanceté pure, mais par réflexe de survie collective. Si tu réussis, tu renvoies aux autres l'image de leur propre stagnation. Ton succès devient leur miroir de l'échec. Pour ne pas subir cette pression, beaucoup choisissent de rester dans la norme du manque. Ils préfèrent être aimés et pauvres que riches et isolés. C'est une erreur de calcul tragique, car la véritable richesse permet d'aider les siens bien plus efficacement qu'en partageant leur misère. À cela s'ajoute la mystification du travail acharné comme seule source de vertu. On nous a appris que gagner son pain à la sueur de son front était la seule voie digne. Cette valorisation de la souffrance physique est un héritage de l'ère industrielle qui servait à maintenir les ouvriers à leur poste. Aujourd'hui, cette croyance est un obstacle. Si tu penses que l'argent doit forcément être lié à une fatigue extrême, tu refuseras inconsciemment les opportunités où l'argent travaille pour toi. Investissement, dividendes, automatisation. Tu auras l'impression de voler ou de ne pas mériter cet argent parce que tu n'as pas eu mal au dos pour l'obtenir. C'est ainsi que des millions de personnes s'épuisent dans des tâches à faible valeur ajoutée, fuyant la réflexion stratégique qui, elle, est le véritable moteur de l'émancipation financière. Il faut aussi analyser le rapport au temps que le système nous impose dès l'école. On nous apprend à être ponctuel pour les autres, mais jamais pour nous-mêmes. On nous apprend à respecter les échéances de nos patrons, mais nous n'avons aucun calendrier pour nos propres projets de liberté. Ce décalage crée une démission intérieure. Le travailleur finit par voir son temps comme une marchandise qu'il vend au plus offrant, sans jamais se demander comment racheter son propre temps. Le système bancaire vient ensuite verrouiller cette situation par le crédit. Le crédit à la consommation est la forme moderne des chaînes d'esclavage. En t'endettant pour des biens qui perdent de la valeur, tu vends ton futur pour un présent médiocre. Tu te condamnes à devoir travailler demain pour payer ce que tu as déjà consommé hier. Tu n'es plus propriétaire de tes heures de travail, elles appartiennent à la banque.
La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de perspective et d'imagination financière. Quand on vit dans la survie, le cerveau passe en mode tunnel. On ne voit que l'obstacle immédiat, le loyer à payer, la facture d'électricité, le frigo vide. On perd la capacité de planifier à 5 ou 10 ans. Or, la richesse se construit sur des décennies. Celui qui reste pauvre planifie son week-end. Celui qui s'enrichit planifie sa génération. Ce saut de conscience est extrêmement difficile à faire quand on est entouré de gens qui vivent au jour le jour. C'est pour cela que l'environnement social est déterminant. Si tes 5 amis les plus proches sont fauchés et passent leur temps à se plaindre du système sans jamais agir, il y a 95% de chances que tu restes dans la même situation. L'énergie de la stagnation est contagieuse. Briser ce schéma demande de devenir, aux yeux de beaucoup, un traître à sa condition. Cela demande de s'éduquer seul, de chercher des mentors, de lire des livres que personne ne lit dans ton entourage et de prendre des risques que les autres jugent fous. La plupart des gens qui ont bâti une fortune en partant de rien ont dû affronter cette phase de solitude absolue où personne ne croyait en eux et où même leurs proches tentaient de les protéger en les dissuadant d'essayer. La sécurité est l'opium du peuple financier. On préfère un petit salaire sûr qu'une grande liberté incertaine. Mais la sécurité est une illusion. Une crise économique, une restructuration d'entreprise, et cette sécurité s'évapore, te laissant sans défense parce que tu n'as jamais appris à chasser par toi-même. Enfin, il y a la question de l'autorité. On nous a appris à obéir aux institutions, aux experts, aux banquiers. Mais ces derniers ne travaillent pas pour ton intérêt, ils travaillent pour le leur. Ton conseiller bancaire n'est pas un conseiller financier, c'est un vendeur de produits bancaires. Si tu suis aveuglément les conseils de ceux qui profitent de ton ignorance, tu ne sortiras jamais de l'ornière. La responsabilité individuelle est le seul chemin. Tu dois devenir ton propre ministre des Finances. Tu dois apprendre à lire un bilan, à comprendre l'intérêt composé, à analyser un marché. Si tu trouves cela trop compliqué, alors tu acceptes tacitement que d'autres décident de la qualité de ta vie et de celle de tes enfants. Ce développement nous amène à comprendre que la barrière n'est pas à l'extérieur, mais dans la structure même de nos pensées et de nos attachements. Tant que tu n'auras pas fait le deuil de la validation sociale de tes pairs et que tu n'auras pas accepté d'être différent, tu resteras enchaîné à un destin qui n'est pas le tien. La suite de ce contenu va maintenant s'attaquer à la deuxième habitude fondamentale, la gestion du temps et l'illusion du travail acharné comme unique vecteur de gain. Le tri sélectif de l'entourage et l'immersion stratégique. Si la pauvreté est une pathologie de la pensée, elle est aussi une maladie contagieuse. La troisième habitude de ceux qui s'émancipent est de comprendre que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si votre cercle proche passe ses soirées à critiquer le succès des autres, à se plaindre de la vie ou à consommer passivement des loisirs futiles, vous finirez par adopter leur fréquence vibratoire. L'habitude ici n'est pas de rejeter ses proches par mépris, mais de protéger son esprit. S'extraire du déterminisme social demande de s'entourer de personnes qui ont déjà résolu les problèmes que vous rencontrez. Cherchez des mentors, qu'ils soient réels ou virtuels, à travers des livres, des conférences, des podcasts. L'immersion. Fréquenter des lieux, des cercles ou des réseaux où l'argent n'est plus un tabou, mais un outil de liberté. Le silence stratégique. Apprendre à ne plus partager ses projets avec ceux qui, par peur pour vous ou pour eux-mêmes, tenteront de vous décourager. Résumé de notre développement. Pour briser les chaînes de la précarité générationnelle, nous avons exploré 3 piliers psychologiques et comportementaux. Le thermostat financier interne, comprendre que nous sabotons inconsciemment notre réussite par loyauté envers un milieu modeste, il faut accepter de devenir un traître social pour s'élever. L'illusion du travail acharné, sortir du mythe de la sueur comme seule source de vertu, apprendre à utiliser le levier, investissement, automatisation, plutôt que de simplement vendre son temps qui est une ressource finie. L'écologie de l'entourage, reconnaître que la stagnation est collective. Choisir ses influences et ses modèles pour reprogrammer son cerveau vers l'abondance et la planification à long terme. Conclusion. La pauvreté n'est pas une fatalité du destin, c'est une architecture mentale héritée et entretenue par un système qui profite de notre ignorance. Sortir de l'ornière demande plus qu'un simple gain d'argent, cela demande une véritable révolution intérieure. C'est un chemin solitaire au départ, parfois douloureux, mais c'est le seul qui mène à une liberté réelle, celle où vous ne vendez plus votre futur pour payer votre passé. Vous avez aimé cette analyse ? Si ce contenu vous a ouvert les yeux ou vous a aidé à comprendre certains de vos propres blocages,
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette transformation. Likez et partagez cette publication. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin de ce déclic aujourd'hui pour changer de trajectoire. Dites-nous en commentaire, quel est selon vous le plus grand obstacle à la réussite? Est-ce la peur du regard des autres ou